Je me présente très brièvement. Mon nom est Karine Pelofi. Je suis avocate depuis 14 ans et j'ai une certaine expertise dans le droit climatique dans la mesure où on peut dire que ça existe. Je travaille pour la sénatrice indépendante Rosa Galvez, qui était en fait la marraine du projet de loi au moment qu'il est passé au Sénat l'année dernière. Et Rosa Galvez est une ingénieure environnementale. Je vous invite à apprendre plus sur elle. Je suis très heureuse qu'on parle de cette loi dans le contexte de la COP, que ce soit en bien ou en mal. L'important, c'est d'en parler. Dans le fond, tous les pays qui sont sérieux pour faire quelque chose par rapport à l'action climatique doivent se doter d'une telle loi de responsabilité climatique. Et il y a déjà 15 pays à travers le monde qui l'ont fait et le Canada s'y est joint récemment en juin dernier. Et cette loi-là est importante parce qu'on a un contexte historique de grande inaction sur les changements climatiques dans le pays. Et donc, cette loi-là, c'était la première fois qu'un gouvernement mettait de l'avant une loi cadre sur les changements climatiques. On se rappellera qu'on en a eu seulement pendant pas longtemps. De 2007 à 2012, on en a eu une qui avait été proposée par les partis d'opposition et défaite par le gouvernement conservateur du temps. Donc, c'est vraiment une première historique et j'ai bien hâte d'en parler avec vous. Maintenant, si je présente les panélistes, nous avons Rodrigue Turgeon, enraciné durablement en Abitibi-Témiscamingue. Il est avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, juriste docteur et détenteur d'une maîtrise en sciences de la vie et du droit. Nous avons aussi avec nous Lisa Gay, qui est responsable politique nationale à la Fondation David Suzuki. Madame Sarah Hood, présidente directrice générale de Propulsion Québec et membre du groupe consultatif pour la carboneutralité. Et Jérôme Lucier, qui est directeur des affaires parlementaires pour la sénatrice Miville-Deschênes au Sénat du Canada. Donc, première série de questions pour vous. Est-ce que vous pourriez nous exprimer brièvement votre opinion sur la loi qui a été adoptée en juin dernier? Je vais vous donner un ordre aléatoire. Disons, commencer par mesdames. Lisa, Sarah, ensuite Jérôme, Rodrigue. Voilà. Bon, oui, je peux commencer. Et, tout d'abord, merci pour l'invitation de participer dans cet événement et merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. La Fondation David Suzuki a célébré l'adoption du projet de loi C-12 à la toute dernière minute avant la pause estivale du Parlement en juin passé. Et cela après avoir été paralysé à la Chambre des communes pendant des mois. Ce n'est pas largement connu que lorsque les élections sont déclenchées, tout projet législatif pas encore adopté par la Chambre des Sénats et la Chambre des communes et le Sénat est terminé, annulé et doit repartir à la case de départ dans la prochaine session parlementaire. Alors pour nous, bien que la nouvelle loi soit imparfaite, c'était très important d'éviter d'autres délais et de franchir cette première étape d'ancrer dans la loi les engagements climatiques du Canada avant la COP 26. C'est une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et voilà, comme tu viens de dire, Karine, le Canada se joint enfin aux autres pays ayant établi un cadre de gouvernance regroupant les processus pour se fixer des objectifs climatiques, de planification et de reddition de comptes. Le besoin d'un cadre de responsabilité climatique au Canada pressé et j'ose espérer que le Canada sera en mesure de réaliser ses engagements en matière de climat pour une première fois. Je peux peut-être poursuivre étant la prochaine en liste. D'abord, évidemment, je vous remercie également de l'invitation. Merci d'organiser des événements comme celui-là pour la société civile canadienne en marge de cet événement international. Moi, évidemment, je suis très heureuse de siéger sur le comité. Donc, l'adoption de la loi est un peu venue pérenniser mon engagement dans ce groupe-là. Évidemment, je suis d'accord avec vous, mesdames, que le fait que le Canada joigne le Concert des Nations qui s'était déjà engagé dans une gouvernance. Puis ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Je pense que dans notre travail, quand on s'organise pour se donner une gouvernance rigoureuse avec des attentes exprimées
de reddition de comptes annuels avec des objectifs. Donc, je pense que c'est vraiment de se donner une méthode qui nous permet d'atteindre des objectifs dans notre travail. Le travail organique a sa valeur, mais je pense que quand on a des objectifs difficiles à atteindre, c'est important de se donner une gouvernance sérieuse et rigoureuse. Puis je pense que c'est ce qu'on a avec cette loi-là. Donc, moi, évidemment, comme membre du groupe en plus, j'en suis extrêmement satisfaite. Oui, bonjour. Alors, merci de ma part aussi pour l'invitation. Je vais évidemment essayer de ne pas répéter, mais j'endosse ce qui vient d'être dit. Évidemment, moi aussi, j'étais à l'époque simple observateur intéressé de ces questions-là, mais je me suis aussi réjoui de l'adoption de cette loi-là. On dit souvent que la politique, c'est l'art du possible. Donc, bien sûr, beaucoup d'entre nous auraient espéré davantage, mais je pense que déjà voir le Canada bouger dans le sens de d'autres pays, c'était une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir. Là, évidemment, je pense que tous les panélistes ici savent, évidemment, Karine la première, ce qu'il y a dans cette loi sur la carboneutralité. C'est peut-être utile pour les participants qui le seraient moins. Puis encore là, je regarde Karine parce que c'est elle, somme toute, la spécialiste de cette loi-là parmi nous, mais la loi est utile parce que je dirais que elle propose un contenant. C'est un contenant qui est efficace, qui est assez clair, qui oblige le gouvernement à présenter des plans, à faire des rapports avec des échéances fixes et de consulter un panel d'experts indépendants. Et ça, disons, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, donc c'est une excellente première étape. Je terminerai peut-être en disant que maintenant qu'on a un contenant, et un bon contenant, je pense, il faut mettre le contenu. Et le contenu, ça va être là où le diable apparaît dans les détails, et pas nécessairement dans les détails non plus, mais c'est là où la tuyauterie de la transition qu'il faut faire va devoir être proposée, débattue. Puis, je m'attends, comme beaucoup d'autres, évidemment, à ce que ça suscite des bonnes discussions au cours des prochaines années parce que la tâche devant nous est importante. Voilà. Merci beaucoup à tous et toutes. Il reste moi, Karine. Excuse-moi, mon Dieu, j'ai tout oublié. Oh! Non, c'est bien correct. C'est ça, nous, au Centre québécois du droit de l'environnement, un peu dans la foulée de ce qui a été avancé précédemment, on considère que les lois climatiques, comme la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, ça constitue des outils au potentiel puissant qui permettent d'orienter l'action gouvernementale dans la lutte contre la crise climatique. Et je pense qu'on aura l'occasion aujourd'hui, comme le disait Jérôme avant moi, le diable est dans les détails, il faut s'attarder au contenu. On aura l'occasion de revenir sur les lacunes peut-être de la loi actuelle, mais ce qui est important de souligner d'emblée, je crois, pour mettre la table, c'est que la loi ne limite en aucun cas l'État à en faire davantage. D'ailleurs, l'article 6.1 qui est ajouté nous rappelle que la loi n'empêche pas l'atteinte de la carboneutralité avant 2050. Puis ça, c'est une preuve importante à garder en tête de l'importance de tendre plus rapidement peut-être vers la carboneutralité. La loi a introduit des étapes, des jalons, on y reviendra, mais d'un point de vue critique, il faut considérer la loi elle-même comme un jalon, c'est pas une finalité en soi. Puis sans minimiser les efforts qui nous restent collectivement à accomplir là, pour atteindre les cibles et les objectifs qui sont enchâssés, il en demeure pas moins que cette cible-là de carboneutralité pour 2050, à notre sens, c'est un plancher législatif atteignable, bien humble et fort possiblement insuffisant à lui seul à la lumière des données scientifiques sur l'évolution du climat. Mais on n'est pas ici pour mettre le feu à cette loi-là. Au contraire, on salue l'initiative, mais ça va être très agréable de passer la prochaine heure et demie pour en discuter davantage. Là, c'était à mon tour.
Merci à tous. Si j'essaie de faire un petit résumé, je pense qu'on a entendu, c'est ça, cette loi-là est loin d'être parfaite, c'est une base, c'est le résultat de la politique qui est l'art du possible, comme a dit Jérôme. Maintenant, il va falloir, dans le diable des détails, comme l'a dit Rodrigue, rajouter du contenu au contenant, ce qu'on va faire avec toutes les questions qui suivent. Moi, ce qui m'est venu aussi, c'est, bon, je pense qu'on est tous basés pas mal dans l'est du pays, / au Québec, puis quelque chose qui est ressorti dans cette loi-là, puis dans la plupart des lois qui passent au fédéral, c'est au Québec, on a un certain consensus social sur l'importance de faire l'action climatique. Consensus que je dirais qui n'est pas nécessairement répliqué dans toutes les provinces canadiennes. Au contraire, on a mentionné que cette loi-là avait été retardée longtemps à la Chambre des communes jusqu'à la dernière seconde. Et c'est en partie à cause de l'absence de consensus, je dirais, sur ces mesures-là qu'il faut prendre. Je rappellerai qu'il y a un parti que je ne nommerai pas qui avait essayé de tuer ce projet de loi-là à la deuxième lecture en voulant au contraire déclarer que l'industrie pétrolière et gazière était dans l'intérêt national. Donc, on est loin du consensus qu'on a au Québec et donc, je dis ça pour tous vous encourager à vous engager beaucoup au niveau fédéral parce que la plus grande source de gaz à effet de serre au Canada, elle n'est pas au Québec, elle est chez nos amis. Donc, pour continuer et aller dans le diable des détails, je vous inviterai tous à... excusez-moi, où sont mes questions? Karine, je me demande si je pourrais juste ajouter une petite réflexion suite à tes commentaires importants. Effectivement, c'est un bémol ou une déception avec le passage de cette loi que le projet de loi n'a pas obtenu le soutien de tous les partis au Parlement, comme était le cas, par exemple, lors de l'adoption de législation semblable aux États-Unis, excusez-moi, au Royaume-Uni. Puis, en fait, un de nos espoirs avec cette loi cadre, c'est de libérer un peu le gouvernance climatique des politiques. Mais ça prendrait quand même l'appui de tous les partis pour aller en avant avec l'implantation de cette loi cadre. Alors, il reste à voir avec le temps comment le Parlement va se mettre ensemble face à la tâche de se faire face au changement climatique en vertu de cette loi, ou si ça va toujours être un enjeu au niveau politique. Oui, en effet, puis une autre note que j'avais prise, c'est justement la politique partisane, souvent, c'est la crise, c'est l'ici, maintenant, tout le temps, puis cette loi-là, c'est d'essayer de prendre un pas de recul, puis d'essayer de s'assurer que nos objectifs à long terme ne soient pas toujours victimes de nos chicanes à court terme. Et comme l'avait dit Sarah, avoir de la bonne gouvernance, c'est particulièrement important quand on a des objectifs qui sont difficiles à atteindre, ce qui est exactement le cas où on est maintenant. Maintenant, pour aller plus dans le détail, je demanderais dans vos domaines d'expertise respectifs de nous dire quelques mots sur ce que vous pensez qui vont être les prochaines étapes clés. Et j'ai des questions plus spécifiques pour chacun d'entre vous. Donc, je vais changer l'ordre. On va commencer avec les messieurs. Donc, Jérôme, dans cette loi-là, on a une nouvelle obligation pour la ministre des Finances de faire rapport sur les risques et les opportunités liés au changement climatique. Je me permets un commentaire éditorial que c'est la seule disposition du projet de loi qui n'est pas entrée en vigueur avec le reste du projet de loi. Donc, peut-être un peu de pression à mettre sur le gouvernement pour que ça le soit. Le plancher est à vous, messieurs. Oui, bon, je ne sais pas exactement c'est quoi la portée de la question, mais certainement l'expression risques et opportunités, là je parle en mon nom évidemment, m'a toujours assez agacé personnellement cette expression-là. Je la connais bien parce que peut-être pour la petite histoire, moi j'ai passé quelques années à la Caisse de dépôt et placement du Québec, notamment dans le groupe qui s'occupait comme directeur dans le groupe d'investissement durable. Donc, l'expression risque et opportunité est très, très empruntée au milieu de la finance. C'est peut-être pas étonnant, justement, que ce soit la ministre des Finances qui ait à présenter ce rapport-là. Ce qui m'agace là-dedans, bien évidemment, la notion d'opportunité peut paraître un petit peu étrange. Évidemment, on la comprend tous parce que
le changement fondamental et la transition qui s'en vient, la transition énergétique, la transition technologique et autres, va forcément faire des gagnants et des perdants. C'est toujours un peu comme ça. Donc, il existe des opportunités, forcément, et des gens qui vont perdre. Ça, c'est évident ce que je dis là, mais c'est pas toujours ce qu'on entend. Je dirais que dans le discours, souvent le discours politique, puis là, je cible personne, mais on a beaucoup cette espèce d'approche d'un win-win-win, là. On va faire la transition énergétique, puis la prospérité de tous va augmenter, puis la compétitivité de tous va augmenter, puis tout va être parfait. C'est probablement pas comme ça que ça va se passer, parce que ça va induire des changements importants pour toutes les économies et celle du Canada en particulier. L'autre chose, je dirais, qui m'a toujours un petit peu agacé dans ce langage-là, c'est cette idée que le changement climatique est un espèce d'événement de marché comme n'importe quel autre. Il y en a eu beaucoup à travers l'histoire, évidemment. L'avènement d'une nouvelle technologie, l'avènement d'Internet, l'avènement de la téléphonie cellulaire, qui sont des changements dans le marché qui créent des risques et des opportunités. Puis il faut bien dire ici, puis c'est peut-être ça qui était en question de Karine, puis si je m'égare, Karine, vous me rappellerez à l'ordre. Mais c'est aussi que dans la notion de risque et opportunité, en tout cas de la façon dont le secteur de la finance souvent interprète la chose, c'est des risques et des opportunités pour les investisseurs. Donc, il s'agit ici de modifications au profil de rendement risque d'un investissement. Il n'est jamais question, en tout cas à l'heure actuelle, pour les investisseurs, d'évaluer les risques pour la planète. Il s'agit d'évaluer les risques pour eux. Cette analyse-là est extrêmement complexe parce que normalement, les investisseurs et les gouvernements, jusqu'à preuve du contraire, essaient de faire entrer le changement climatique dans les paramètres habituels de la finance. Donc, quand les institutions financières, quand les investisseurs essaient de calculer leurs risques, bien, c'est de la modélisation complexe, puis on essaie de traduire des risques en impact financier, puis tout ça est projeté dans l'avenir, puis c'est ça qui induit des changements ou des décisions aujourd'hui. Je pense, je suis évidemment pas le seul, mais je pense que la question climatique échappe, ne peut pas être analysée, attaquée, comprise exactement de la même manière que tous les autres risques économiques. Ça prend une autre approche. Ces processus de modélisation-là sont inadaptés, je pense, à la question climatique. Et surtout, puis c'est peut-être la dernière chose que je dirais sur la question des risques et des opportunités, il faut inverser ce paradigme-là, c'est-à-dire que, et ça c'est un gros changement, puis on y reviendra plus tard, mais il faut que les gouvernements, évidemment, mais même le secteur privé, le secteur de la finance, cessent de voir le changement climatique dans le prisme étroit de l'optimisation de leur rendement risque et commencent au contraire à analyser l'impact de leurs activités et de leurs investissements sur la planète et l'enjeu climatique. Et ça, à mon avis, ça implique un changement de perspective assez important. Il est commencé, certains parlent de ça déjà, ce n'est pas un discours inexistant, mais certainement, je dirais, au Canada, on n'a pas complété ce virage-là. Je ne sais pas, Karine, si c'était ce que tu cherchais comme réponse. Oui, je veux dire, je ne cherche rien de particulier. On cherchait ton opinion éclairée, ce qu'on a eu. Merci beaucoup. J'enfilerai peut-être avec Rodrigue, que j'ai si brutalement censuré à la première ronde. On va finir avec Sarah et Lisa après. Donc, Rodrigue, tu l'as déjà un peu mentionné en première ronde. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu qu'est-ce qui reste comme amélioration à faire au cadre juridique? C'est quoi les lacunes actuelles? Puis, de quoi on a besoin de plus pour assurer une action rapide et ambitieuse? Merci pour la question. Bien, sans vous faire une lecture exhaustive de la loi et de notre mémoire là, que le Centre québécois du droit de l'environnement a déposé en commission parlementaire, je peux en fait vous proposer là, d'en extraire les principales
sections qui n'ont pas été intégrées là, suite à notre passage. Ça reflète notre vision. Il y a certainement d'autres lacunes qui méritent d'être discutées, puis j'ai bien hâte d'entendre les autres intervenantes et intervenants sur ces questions-là. Mais comme on l'a dit d'emblée, il n'y a rien qui empêche, je pense qu'il faut y revenir, là, le gouvernement fédéral d'en faire plus et plus vite. Ça vaut aussi pour les gouvernements des provinces. Quand on vise à accroître la rapidité d'action et l'ambition d'un véhicule législatif, ça nous ramène à la nécessité d'accroître la portée et la fréquence des cibles qu'on se fixe. Dans ce cas-ci, ça va tendre vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment, parce qu'on tend vers la carboneutralité, puis on part d'un certain déficit important à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être réfléchis pour encourager le dépassement plus rapide de nos objectifs vers la carboneutralité, qui en ce moment, comme on le répète, est assez loin dans le temps. On reporte ça pour 2050. C'est certain que la courbe, elle va être abrupte là, pour se rendre jusque-là. On en est bien conscient. Mais tout de même, partant des outils qui sont déjà présents dans la loi et qui sont des mécanismes intéressants en soi, voici quelques propositions qu'on avait suggérées là, pour améliorer un peu puis rehausser le contenu, comme on disait. Donc, la loi prévoit certains jalons, certaines années étapes, si on peut dire, pour fixer des cibles intermédiaires avant celle de 2050. Or, la première cible est déterminée pour 2030. Il n'y a rien qui empêche le fédéral En fait, on aurait aimé voir dans la loi une cible plus tôt, 2025 par exemple, mais il n'y a rien qui empêche le gouvernement d'adopter une cible plus rapide. C'est certain que l'idée là, de l'inscrire dans la loi, c'est justement pour échapper aux joutes partisanes là, dont on a discuté plus tôt. Un mécanisme qu'on a suggéré qui ne se retrouve pas dans la loi, mais qui dans la loi canadienne, mais qu'on retrouve dans d'autres juridictions, notamment la Nouvelle-Zélande, la Catalogne, c'est assez intéressant, c'est l'idée de budget carbone quinquennaux, mais ça peut être à plus brève échéance aussi, qui viserait à s'assurer, certainement dans le respect du partage des compétences et de l'autonomie des provinces, mais c'est l'idée d'un budget carbone, ça viendrait en fait faciliter l'administration des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont prévus déjà dans la loi. Donc, cette question, l'idée du plan de réduction est prévue dans la loi. D'adopter en parallèle un budget carbone, ça viendrait renforcer ce mécanisme-là. Ça permettrait aussi de décliner chaque cible jalon sur des périodes plus courtes, plus concrètes. Les mesures, on en faciliterait aussi le suivi. Ça encouragerait également la révision des mesures qui sont déjà adoptées, cette idée-là de budget carbone. Mais il y a d'autres modifications qu'on a proposées, puis on ne pourra pas, malheureusement, j'en ai bien peur, passer en revue chacune d'elles, mais parmi celles-ci, je pense qu'on avait des idées là, qui visaient à accroître encore davantage en fait, la transparence, même si la loi, c'est la loi canadienne sur la transparence en matière de carboneutralité, on peut toujours faire mieux. Également, resserrer les mécanismes de reddition de comptes. La question de la participation du public pour le Centre québécois du droit de l'environnement, c'est très important. Donc, on avait suggéré des idées à ce niveau-là. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais rapidement, puis ça, je sais que ça va faire l'objet de questions ciblées plus tard, donc je n'irai pas dans le fin détail, mais il y a aussi des actions qui auraient pu être posées pour rehausser le rôle de l'organisme consultatif pour la carboneutralité. Donc, avec même les outils déjà prévus dans la loi, il y aurait eu moyen de resserrer davantage ce filet normatif-là, si on peut dire. Voilà, c'est ça, il y a plein d'autres idées.
une dernière là, en passant, on avait suggéré l'imposition d'une analyse climatique qui s'imposerait à toutes les instances de l'appareil gouvernemental pour chacune des décisions. Donc, on inclut là-dedans stratégie politique, programme, mesures, etc. Ça aurait eu pour effet d'assurer une plus grande cohérence puis une meilleure coordination, on espère, des actions. Voilà. Merci beaucoup, Rodrigue. Gros programme. J'irai ensuite à Lisa. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les prochaines étapes de mise en œuvre de la loi, surtout en lien avec la COP qui va commencer à se dérouler bientôt? Oui, Rodrigue vient de mentionner le plan ou les plans qui sont donc désormais obligés en vertu de cette nouvelle loi. Et alors, en fait, plus précisément, la loi exige que le ministre fédéral de l'Environnement prépare un plan de réduction d'émissions pour l'année 2030 dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi. Alors, 6 mois de la fin, à partir de la fin juin, ça vient déjà arriver ça va déjà arriver à la fin, ça devrait déjà arriver vers la fin du mois de décembre. La loi prévoit la possibilité donne la possibilité au ministre de demander un délai jusqu'à 90 jours. Alors, je ne sais pas si ça va être demandé en fonction des élections qui viennent de passer. Mais que ce soit pour la fin de décembre ou plutôt au mois de mars prochain, très bientôt, on devrait voir le plan pour réaliser le cible de 2030. Et le cible précisé dans cette nouvelle loi est le cible que reflète l'engagement du Canada au niveau international pour réduire les émissions du gaz à effet de serre par 40 à 45 en 2030 relative au niveau de 2005. Alors, je devrais ajouter que plusieurs de nos organismes réclament un cible plus contraignant, plus renforcé, bien sûr, mais il faut dire qu'on ne peut pas se permettre de retarder davantage la mise en place de mesures pour réduire les émissions, au moins à ce niveau-là. Alors, on s'attend très prochainement à un plan qui devrait servir comme une mise à jour au plan climatique déposé par le gouvernement en décembre 2020, parce que ce dernier plan-là ciblait uniquement des réductions de 31%. Alors, le nouveau plan devrait contenir des nouvelles mesures, tout au moins. Mais très important, un avancement assez important avec la nouvelle loi, c'est que ces plans doivent être, la loi précise certains contenus de ces plans qui manquaient jusqu'à date. Alors, sans les nommer tous, le nouveau plan doit contenir un calendrier pour la mise en œuvre des mesures. Alors, ça ne suffit plus de nommer des idées. Il faut dépasser un mode de brainstorming pour les règlements climatiques et vraiment s'engager aux dates pour la mise en œuvre de ces mesures. Et de plus, le plan doit contenir des projections de réduction annuelle des émissions résultant de ces mesures, y compris des projections pour chaque secteur de l'économie. Alors, ça va un peu dans le même sens, pas tout à fait, mais un peu dans le même sens que cette idée mentionnée tout à l'heure par Rodrigue des budgets de carbone. Alors, on espère voir beaucoup plus de spécificité dans ces nouveaux plans qui devraient servir vraiment comme des lignes directrices pour tout le processus de réglementation qui doit suivre très prochainement. Et une autre
un autre élément important qu'on va voir dans ce premier plan, c'est c'est un objectif pour 2026. Alors, le problème avec 2030, c'est que c'est toujours dans le futur, semble-t-il. C'est un futur qui arrive à grandes pas en ce moment, mais 2026 est beaucoup plus ce cible nommé dans le premier plan pour 2026 devrait vraiment pousser le gouvernement d'aujourd'hui de réaliser non seulement les plans, mais en fait réaliser des réductions d'émissions pour 2026 avant les prochaines élections. Merci beaucoup, Lisa. J'enchaînerai maintenant avec Sarah. Est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle du comité d'experts, sa composition, sa mission, et nous dire comment vous voyez les prochaines étapes, notamment sur comment les vacances seront comblées? On se rappelle que le comité d'experts avait été créé avant que la loi soit proposée et qu'il y a eu plusieurs amendements là, concernant le comité d'experts. Merci beaucoup. Donc, merci. Le comité d'experts, effectivement, a été formé avant l'adoption de la loi. Il y a 14 personnes qui ont été identifiées. Ces personnes-là viennent d'abord de plusieurs régions du Canada. Je pense que ça, c'est important justement pour un peu adresser la question que vous avez soulevée plus tôt, c'est-à-dire que l'adhésion aux mesures de l'autochangement climatique est disparate ou est inégale de province en province. Donc, on a des gens qui viennent des différentes régions du Canada puis qui viennent également de différents milieux. Il y a des universitaires, il y a des gens plutôt du monde des affaires, des gens plutôt des organismes à but non lucratif qui font des recommandations sur les politiques, là, des think tanks. On a également des gens de développement économique puis qui sont des spécialistes dans différents secteurs. La mission du groupe, ça a été vraiment dès le début en se basant en écoutant les Canadiens, donc en se basant sur différents points de vue, de faire des recommandations sur les chemins les plus probables ou les plus efficaces pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La démarche que le groupe a été appuyé par 2 coprésidents qui sont eux-mêmes appuyés par un secrétariat qui est basé au ministère de l'Environnement. Donc, on a commencé par rencontrer plusieurs groupes qui avaient publié des études, qui avaient vraiment réalisé des travaux finalement sur différents aspects. Ça a duré quand même plusieurs semaines. Par la suite, on a publié une première publication qui est disponible sur le site web, qui sont les valeurs, finalement, un peu les principes directeurs, je dirais, qui vont guider un peu les recommandations qu'on fera dans les prochaines années. Chaque année, on devra faire rapport, évidemment, mais les premières recommandations devraient être émises en 2022. Donc, quand même, à courte échéance. C'est quand même un gros travail parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur la carboneutralité. On a divisé le travail en sous-secteurs. Donc, évidemment, il y a un secteur sur les transports, un secteur sur l'industrie pétrolière et gazière, un secteur sur le bâtiment. Il y a également, on a également un groupe qui travaille sur la mobilisation, donc dans le fond, le dialogue avec les Canadiens. Puis un travail un groupe qui travaille sur la gouvernance. Donc, on est encore vraiment dans les travaux. On creuse vraiment chacun des sous-secteurs là, après avoir regardé ça un peu plus haut niveau. C'est sûr que les présentations des différents experts des travaux des différents experts nous ont amené à avoir certains éléments là, avec un peu plus de clarté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment sur le plan de la technologie notamment, il y a quand même des choses qui sont bien entamées, qui sont un petit peu plus ce qu'on a appelé entre nous des safe bets, puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus qui sont plus incertains, dont le développement technologique et les promesses technologiques sont plus incertaines. Donc, il y a quand même certaines choses qui ont émergé puis
qui sont, je pense, pour nous assez clairs. Là. Donc, on poursuit nos travaux. Donc, 2022, là, ce sera l'année où on va vraiment émettre nos premières recommandations sur les principaux, les chemins les principaux chemins à prendre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de vous entendre tous. À vous écouter, les liens que je faisais un peu, c'est on a Jérôme qui nous a rappelé que dans le fond, d'une certaine manière, la finance tente de se protéger des risques que présente le climat pour elle-même, mais dès qu'on en est rendu à se poser la question, est-ce qu'on peut limiter les risques que présente la finance pour le climat? C'est peut-être un autre débat. Puis de se retirer d'un prisme étroit sur l'optimisation des rendements et de l'économie, un lien avec ce que nous disait Rodrigue, que peut-être en fait, quand on parle d'une analyse climatique à toutes les décisions et orientations gouvernementales, on parle plutôt de se mettre dans un prisme climat et d'essayer de regarder le monde comme ça. C'est effectivement pas un risque comme les autres. Moi, j'aime appeler ça la crise existentielle de l'humanité, rien de moins. On a parlé des prochaines étapes qui s'en viennent, que ce soit le rapport du comité d'experts en 2022 sur les chemins à prendre et les étapes à plus court terme, comme nous l'a expliqué Lisa. Je voulais juste souligner, j'ai mis un lien dans le chat. Le bureau de Rosa Galvez, on s'est amusé à faire un résumé du projet de loi tel qu'adopté à la fin juin dernier parce que c'est un projet de loi qui a beaucoup été amendé en cours de chemin, renforcé, je dirais. Il y a eu plus d'amendements au projet de loi qu'il y avait d'articles dans le projet de loi initial. Une des beautés d'avoir un gouvernement minoritaire qui doit négocier. Je vais nous amener sur le prochain sujet. Ça va être des questions en duo, donc 2 par 2. Et le premier duo sera pour Sarah et Jérôme, donc Sarah en premier, Jérôme en deuxième. Comment voyez-vous le futur économique du pays dans un contexte de transition rapide pour faire face à la crise climatique? Est-ce qu'on peut espérer des avancées à cette COP? Sarah? Mais d'abord, en ce qui concerne le développement économique lié à la lutte au changement climatique, ce qui est vraiment notre travail chez Propulsion Québec. En fait, on est une grappe industrielle, donc on travaille au développement des entreprises qui développent des véhicules électriques. Au Québec, on ne fait pas d'auto, donc on fait tout autre type de véhicules allant du transport actif au transport collectif, transport de marchandises électriques. On a aussi des membres qui font des bornes de recharge, de l'intelligence véhiculaire ou d'infrastructure, ce qui permet d'optimiser le flot de circulation. Également, des nouveaux services de mobilité, donc tout ce qui est vélo-partage, autopartage, covoiturage planifié, etc. Donc, ça, ce sont nos membres. On défend et on met tout en œuvre pour accélérer le développement de cette industrie-là. Industrie qui est fortement influencée par les politiques publiques. Donc, bien que je vous accueille dans votre scepticisme face aux événements de type COP, je pense qu'ils ont quand même un effet contaminant de gouvernement en gouvernement sur l'adoption de politiques publiques qui favorisent la transition énergétique. En tout cas, dans notre cas, c'est clair que les politiques qui ont été prises, par exemple, la fin des véhicules à essence, la fin de la vente de véhicules neufs à essence, dans le cas du Québec, les mandats zéro émission et autres types je pense, sont fortement influencés par ces rencontres-là et cette contamination-là de pays en pays. Donc, ça, je pense qu'il y a toujours un bénéfice à participer à ces rencontres-là. Comment j'entrevois le futur économique du pays en toute franchise? Je travaille pour le Québec, donc je pense que la transition énergétique va fortement avantager le Québec d'un point de vue économique. Il risque même à terme de transformer les relations interprovinciales et le rapport de force entre les provinces canadiennes, puisque le Québec, je pense, va largement pouvoir tirer profit du développement de notre industrie, va améliorer sa balance commerciale et si on réussit à faire lever le projet batterie, on pourrait également travailler main dans la main avec l'Ontario et son industrie automobile pour transformer l'industrie automobile canadienne et devenir le fournisseur de l'élément stratégique le plus important dans un véhicule, c'est-à-dire sa batterie pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc,
je pense que cette transition énergétique-là est vraiment un bienfait pour l'économie du Québec. Et si on réussit à en tirer profit, on va nettement améliorer notre sort. Voilà. Bonjour. Je vais essayer de reprendre la question du début sur la COP. Sans dire que le sommet ne m'intéresse pas, m'intéresse, désolé Karine, mais je comprends par ailleurs que le grand enjeu cette fois-ci concerne beaucoup le transfert des sommes promises par les pays riches aux pays en développement pour l'atteinte de leurs objectifs climatiques. Je me suis amusé hier soir vraiment à faire un exercice d'aucune rigueur littéralement sur le dos d'une enveloppe, juste pour voir ce que ça peut représenter pour le Canada, la promesse des 100 milliards. Puis, en prenant la taille du PIB du Canada par rapport au reste de l'Amérique du Nord, puis de l'Europe, puis tout, puis la répartition, on réalise qu'en fait, les blocages à ce niveau-là sont purement politiques parce que même si les sommes en jeu, qui sont à peu près peut-être, disons, 4 milliards là, pour le Canada, c'est pas rien sur papier, mais quand on pense à la taille de l'économie canadienne, c'est vraiment des petits montants. Donc, même si c'est loin d'être certain que les pays vont réussir à s'entendre sur ça lors de la COP26, il faut garder en tête que c'est vraiment une question de volonté politique. Ce qui ne veut évidemment pas dire que ça va se faire. Pour la question du futur économique du Canada, j'essaie de réfléchir à la chose à court, moyen, long terme. De façon un peu, j'hésite à qualifier ça, mais à très court terme, en fait, malheureusement ou heureusement, le Canada va peut-être profiter de la situation actuelle. On voit la hausse du prix du pétrole actuellement, puis ça, bien évidemment, dans le scénario actuel, la hausse du prix du pétrole, c'est une bonne chose pour le Canada parce qu'on est un pays exportateur, donc ça nous aide. Et les crises qu'on voit pourraient en inciter certains. On l'a même vu aux États-Unis là, à souhaiter qu'on augmente la production. Alors, ce n'est pas mon souhait personnellement, mais au niveau strictement économique, ce n'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles à court terme pour le Canada. La partie et le jeu se corse quand on réfléchit à moyen et à long terme, parce que comme Sarah le disait, si le Québec a la possibilité, en tout cas, de sortir gagnant de cette transition-là, pour des raisons qu'on connaît, c'est certainement pas le cas pour tout le Canada, incluant pour l'Alberta en particulier, là, et le reste du Canada, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est tout le reste, tout le Canada qui profite de notre secteur pétrolier, des énergies fossiles. Et donc, cette transition-là va être difficile. Je sens que l'état dans lequel on est actuellement au Canada, le discours qu'on entend souvent est à l'effet qu'il va falloir faire des gestes forts, des transitions rapides, mais on dirait que ce qui suit la phrase, mais qu'on n'entend jamais, c'est pourvu que ça ne change rien. Et ça, je pense que ça ne pourra pas durer éternellement. Le Canada peut bien, comme il le fait aujourd'hui, chercher à adopter ses propres méthodologies de calcul de GES, peut bien chercher à développer ses propres taxonomies de ce qui est un investissement vert. J'ai l'impression, si on regarde ce qui se passe, que la communauté internationale, nos partenaires économiques ne nous laisseront pas faire éternellement. J'ai l'impression, mais je n'ai pas de boule de cristal, que nonobstant ce que le Canada va pouvoir choisir de faire en termes de taxonomie et de classification des méthodes de calcul, l'Europe en particulier n'endossera pas nécessairement nos approches et il se pourrait même que les États-Unis fassent de même. Donc, notre capacité canadienne là, à définir les termes de l'avenir économique est limitée, je pense, par nos relations commerciales. Je pense que, puis on y viendra peut-être plus tard, mais la transition nécessaire va impliquer inévitablement un certain nombre, ce
d'actions que j'appellerais négatives, c'est-à-dire arrêter de faire un certain nombre de choses ou s'empêcher de faire un certain nombre de choses qu'on fait actuellement, et va nécessiter aussi un certain nombre d'actions positives, donc commencer à faire des choses qu'on ne fait pas. Tout ça dans le but de faire passer le Canada du modèle actuel à un modèle qui est plus durable. Je suis d'accord avec Sarah encore une fois, je pense que clairement le Québec, et comme Québécois, je m'en réjouis, le Québec a une chance de tirer son épingle du jeu dans cette transition-là, mais ça ne sera pas le cas pour le reste du Canada. Et si le Québec en particulier veut que cette transition-là se produise, devra peut-être aussi accepter de contribuer à cette transition-là pour aplanir un petit peu les résistances évidentes qui vont surgir au cours des prochaines années, c'est certain. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Bon, on a fait référence à mon scepticisme par rapport au COP que j'ai exprimé avant qu'on arrive en ondes. Donc, ça m'est quand même revenu. Sarah parlait de la contamination positive de gouvernement en gouvernement et je l'espère et j'espère que tous nos premiers ministres vont revenir super motivés. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est aussi la contamination des industries polluantes qui y sont massivement présentes et qu'on n'a pas exclu de ces processus-là, un peu comme le fait l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'industrie du tabac qui n'a pas le droit d'entrer dans les négociations sur la lutte au tabagisme. Mais là, je vends un peu le punch des événements de jeudi que j'espère que vous allez rejoindre en grand nombre. Et pour continuer à faire du pouce, Jérôme disait il y a des choses difficiles qui vont s'en venir. Il va falloir arrêter de faire certaines choses, aplanir certaines résistances. Et là, pour refaire le lien avec les COP, sachons que le Canada est un des plus grands émetteurs absolus, parmi les 10 plus grands, et per capita, on est parmi les 2 premiers pays au monde. Donc, je pense que sur notre beau grand territoire, on a en masse de choses à faire tout en restant chez nous, devant nos ordinateurs. Donc, on a aussi dit pour le Québec devrait s'en sortir gagnant de cette transition-là. C'est peut-être pas le cas du reste du Canada. Et donc, ça m'amène à poser cette question-ci à Lisa et Rodrigue. De quelles autres avancées juridiques aurions-nous besoin au Canada pour s'assurer une plus grande justice envers les personnes qui vont être plus touchées par la crise climatique, notamment les peuples autochtones, et est-ce qu'on peut encore espérer des avancées à cette COP? Je dirais Rodrigue Lisa. Bien, merci. Je trouve que les échanges sont très féconds à ce stade-ci. Puis, j'adore cette question-là parce que, évidemment, qu'on allait y arriver avec comment dire, le sort de ces personnes-là, de ces sociétés-là qui vont être peut-être plus ébranlées là, par les prochains événements qui sont inévitables si on veut atteindre les cibles inscrites dans cette loi dont on discute aujourd'hui. Mais la question est très pertinente parce que ça nous ramène à l'idée, en fait, l'essentiel derrière nos nobles idéaux climatiques. En ce moment même, puis pas juste en 2050, il y a une nécessité absolue, je dirais, d'agir pour protéger non seulement l'environnement au sens large, mais bel et bien les êtres vivants là, qui ont le malheur ou le bonheur. À vous de juger d'être aujourd'hui un animal, une plante, un champignon, un phytoplancton, aujourd'hui, 2 novembre 2021. Pourquoi je parle de ça? Bien parce que si on veut renforcer le cadre législatif, réglementaire, normatif à des fins climatiques, il faut aussi le faire de manière à garantir le respect des droits fondamentaux de la personne en perdant jamais de vue le sort des personnes les plus vulnérables face à la crise climatique. S'impliquer pour la réduction des gaz à effet de serre, c'est aussi s'attaquer aux paradis fiscaux. Diminuer notre empreinte carbone, c'est aussi exiger que nos outils du quotidien soient durables, autant que ça puisse être possible dans notre société de consommation, mais c'est aussi agir contre l'obsolescence de ces mêmes biens-là. Adopter un plan climat, ça doit nécessairement et absolument s'accompagner d'un resserrement du cadre juridique qui vise à éviter l'effondrement de la biodiversité.
Donc, on se rend bien compte que la justice climatique, c'est une nécessité transversale absolue. Puis, en ce qui concerne le volet, si on peut dire, de la question qui portait à un peu se demander qu'en est-il du sort réservé aux premiers peuples, aux peuples autochtones, ben, je pense que c'est à nous de les écouter, de les inviter, de leur poser la question. Ce sont eux, pas moi, qui peuvent y répondre. J'en ai bien peur. Et en fait, je crois que pour faciliter cette écoute juridique-là, parce que c'était la direction de la question, et jeter les bases d'un dialogue normatif constructif. La moindre des choses serait que l'État colonial reconnaisse d'abord la coexistence et l'importance de leur propre système juridique, y compris sur les enjeux susceptibles d'affecter leur territoire. Ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Je ne suis pas allé remonter dans les annales du Centre québécois du droit de l'environnement, mais j'y crois beaucoup à ce pluralisme juridique-là. Puis, maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on peut espérer des avancées de la COP? Je pense qu'on peut toujours espérer. Je vois le temps filer. J'en resterai peut-être à ce point-là, mais au plaisir de poursuivre là, plus abondamment dans les prochaines minutes. Deux semaines après son retour du COP, de la COP, notre nouveau ministre de l'Environnement va participer dans le début de la nouvelle session parlementaire qui commence à la fin du mois de novembre. Alors, je vais juste brièvement peut-être mentionner quelques autres projets de loi qu'on espère voir passer dans cette session parlementaire qui touche à cette question de la justice environnementale, la justice climatique. Jérôme a déjà mentionné, a commencé à parler de la transition qui soit nécessaire pour réaliser nos cibles climatiques. Et nous avons, le gouvernement, en fait, a parlé depuis quelques années déjà du développement, de l'élaboration d'une stratégie et un cadre juridique pour une stratégie de transition juste. Alors, il y avait déjà des premières consultations plus tôt cette année sur cette stratégie-là. Puis, ce serait très important d'avoir une loi cadre, une autre loi cadre. On espère voir une loi de consensus qui vise à appuyer les communautés et les travailleurs qui seront touchés par cette transition nécessaire et de cette façon permettre le Canada ensemble d'aller en avant dans cette transition globale. Parce que peu importe, c'est ce que nous faisons ici, nous sommes, la transition globale est déjà en cours. Puis, nous ne pouvons pas se permettre d'attendre à la dernière minute d'en faire partie. Alors, ça, c'est une loi qui serait très importante. Non seulement une loi, mais aussi des investissements pour aider, promouvoir cette transition. Aussi, nous avons parlé j'avais moi-même parlé tout au début de cette session au passage du projet de loi C12 à la dernière minute de la session parlementaire. Il y avait deux autres projets de loi qui n'ont malheureusement pas avancé au dernier vote avant le déclenchement des élections. Alors, nous espérons les revoir dans cette session parlementaire et qui soit priorisé sur l'ordre du jour de la Chambre des communes et éventuellement au Sénat. Je vais juste mentionner très rapidement. D'abord, il y a des révisions à la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Puis, en fait, cette loi-là est
la loi principale pour réglementer les émissions du gaz de effet de serre. Donc, une loi primordiale pour réaliser nos cibles climatiques. Si on parle de la norme sur les combustibles propres, toujours pas finalisée, ou la réglementation canadienne sur le rendement énergétique des véhicules en vue d'une mise à jour, ou la réglementation des émissions industrielles, ce sont des règlements en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Alors, ça fait déjà plus de 2 décennies depuis cette loi-là a été mise à jour. Et il est temps le projet de loi que le gouvernement a déposé au printemps passé, mais qui n'a pas avancé, proposé pour la première fois dans une loi fédérale de reconnaître le droit humain à un environnement sain. Alors, pour nous, ça, c'est un moment très important. On aimerait voir cette loi ce projet de loi renforcé et passé pour appuyer justement des règlements climatiques, entre autres, renforcés. Et avec une attention à la justice environnementale et les droits à toute personne à un environnement sain. En parallèle, il y avait un autre projet de loi spécifique sur le racisme environnemental et la justice environnementale qui aussi, malheureusement, n'a pas pu avancer au vote final avant les élections. Mais le gouvernement, dans son programme électoral, a promis de le redéposer. Alors, cette loi-là propose, en fait, exigerait que le ministre fédéral élabore une stratégie de justice environnementale et examiner les liens entre les risques environnementaux et la race. Et le statut économique aussi. Alors, ce serait un élément très important qui pourrait alimenter, renforcer les plans climatiques et toute autre, et la gouvernance plus largement en matière de l'environnement. Alors, c'est un premier pas dans la bonne direction et on espère voir ces 2 mesures-là, mais en fait, ces 3 projets de loi-là très bientôt dans la prochaine session parlementaire. Merci beaucoup, Lisa et Rodrigue. Lisa, tes propos me rappelaient que, avant que je me joigne je le dis encore en fait, mais une experte juridique avait dit il y a bien longtemps que le droit de l'environnement fédéral est souvent plutôt un exercice de marketing qu'autre chose. Et donc, quand on parle même de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, on parle essentiellement de certaines limites à la pollution, rarement d'interdiction. Et le but est souvent pas assez de protéger la santé, l'intégrité des écosystèmes pour tous les autres êtres vivants que Rodrigue nous a énumérés. Et si je me souviens bien, même le droit à un environnement sain qui avait été proposé dans la dernière mouture du projet de loi continuait d'être tempéré par un aspect économique. Donc, c'était un pas en avant, mais si on veut vraiment le changement de paradigme qui semble nécessaire pour garantir la santé de notre climat, faut s'engager au niveau fédéral et continuer à faire des pressions. Ce qui m'amène à la dernière question de notre panel. Dans le fond, par rapport à tous les points que vous avez exposés, qu'est-ce que vous voyez comme prochaines étapes pour vos organisations ou vos engagements personnels dans le futur? Voyez-vous des points de convergence entre vos organisations et vos activités? Et avant de vous lâcher lousse, je vais peut-être vous donner une petite piste. Moi, dans vos interventions, je voyais beaucoup l'importance d'amener un changement systémique pour agir sur les changements climatiques. Jérôme Kuhn parlait de changer le système économique et financier. Sarah nous a parlé de changer le système de transport. Rodrigue nous a rappelé qu'il y a d'autres systèmes juridiques en vigueur au Canada et c'est pas seulement une question de justice de vouloir rentrer dans un dialogue avec eux, mais peut-être que plusieurs pistes de solutions se trouvent chez nos amis les peuples autochtones. Et Lisa nous rappelait l'importance d'agir sur le racisme systémique qui se retrouve aussi en matière environnementale
environnementale avec des impacts environnementaux disproportionnés sur certaines populations racialisées, marginalisées, plus pauvres, et ainsi de suite. Donc, je vous ouvre la parole. Vous êtes popcorn, allez-y selon qui se sent inspiré. Je peux peut-être me lancer. Nous, en tout cas, et pour faire la transition en transport, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Là, on ne manque pas de boulot. Il faut à la fois continuer à travailler sur la demande, c'est-à-dire à recommander aux différents paliers de gouvernement des mesures pour favoriser la transition, pour rendre plus coûteuse et moins intéressante l'utilisation de l'auto-solo. Continuer de travailler au développement de grands projets de transport collectif, par exemple, de grands projets de transport collectif électrique, devrais-je même dire. Donc, beaucoup de travail sur la demande, mais aussi beaucoup de travail sur l'offre. Donc, ça prend des véhicules électriques qui sont performants, des autobus, des camions, c'est quand même des défis technologiques importants, des véhicules spécialisés, donc tous des véhicules de flotte qui roulent tout le temps et qui émettent beaucoup. Donc, nous, c'est vraiment ça notre target. Donc, de travailler à l'innovation, à poursuivre le travail d'innovation, d'expérimentation, de commercialisation, puis pour que le Québec et même le Canada puisse tirer son épingle du jeu, ça prend une commercialisation à plus grande échelle. Donc, on doit sortir du artisanal, quelques unités par année à une commercialisation plus intensive qui va vraiment permettre de répondre à l'immense demande qui est à nos portes et qui pourrait aussi s'appuyer sur une chaîne d'approvisionnement qui soit le plus locale possible. Donc, une chaîne d'approvisionnement qui serait québécoise-canadienne et qui elle-même serait basée sur des standards environnementaux et sociaux qui sont plus intéressants que l'approvisionnement actuel, qui demande beaucoup de transport et qui n'a pas nécessairement le même niveau qui n'a pas le même niveau environnemental et social. Donc, beaucoup de boulot de notre côté chez Propulsion Québec. Puis évidemment, sur le plan du comité consultatif, c'est aussi, il y a quand même pas mal de travail pour développer un modus operandi, puis donc, d'être capable de mettre cette gouvernance-là puis cette structure-là rigoureuse en place pour plusieurs années. Donc, encore du boulot à faire là. Donc, ça, c'est pour de notre côté. Maintenant, comment on peut le travailler ensemble? Ça, c'est, on travaille déjà avec la Fondation David Suzuki. On a travaillé sur plusieurs dossiers. On travaille moins avec vous, gens du Sénat, puis peut-être moins avec mes amis d'Abitibi, mais je suis vraiment prête à faire ça. Puis en plus, en Abitibi, vous avez quand même certaines des entreprises avec lesquelles on travaille, notamment sur un véhicule minier 100% électrique qui vient d'Abitibi. Fait qu'on a quand même quelques membres en Abitibi, mais sûrement d'autres bonnes raisons de travailler ensemble. Fait que j'espère que cette activité-là va nous aider à tisser de meilleurs liens. Voilà. Oui, je peux peut-être poursuivre étant donné que je me sens directement interpellé. Mais c'est ça, juste pour préciser, le Centre québécois du droit de l'environnement est basé à Montréal, au métro Laurier. Moi, je suis un peu un satellite là, périphérique dans la haute stratosphère, dans la troisième couronne, si on peut dire, métropolitaine. Donc, oui, effectivement, on a ensemble travaillé aujourd'hui à raccorder toutes les ficelles là, qui nous venaient rapidement en tête là, face à ce grand défi climatique-là. On a parlé beaucoup de transition, puis de migrer nécessairement d'une économie accro au carbone vers autre chose, parce qu'on le sait nécessairement que les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à cette extraction-là et cette consommation d'hydrocarbures. Cependant, la fenêtre est tellement courte. C'est sûr qu'on partage certains constats entre nous qu'on n'ose peut-être pas exprimer ou qu'on n'a pas eu l'occasion aujourd'hui, mais pour migrer de cette société-là canadienne, de ce pétro-État vers autre chose, en si peu de temps, c'est certain que ça soulève d'immenses défis là.
sur le plan environnemental, de l'innovation, comme on l'a soulevé, mais aussi au niveau social. Puis quand moi, c'est peut-être pas une mise en garde que je lance, c'est plus une réflexion, mais on semble fonder beaucoup d'espoir sur comment dire, une transition qui migrerait vers l'électrification nécessairement, puis on le comprend, vers toute forme d'énergie qui serait plus sobre en carbone. Quand on regarde les ressources naturelles dont on dispose, chez nous, on en parlait, la différence entre le Québec et les autres provinces, nécessairement, on semble attirer naturellement vers les ressources minérales qui pourraient servir à la composition de ces batteries-là, aux grandes vertus climatiques. Je pense au lithium, je pense au graphite. C'est un secteur qui est très intéressant, si on peut dire, le secteur extractif minier québécois, parce qu'il y a ce potentiel-là qu'on connaît, mais il y a aussi la localisation de ces gisements-là fait apparaître plusieurs défis sociaux. Quand on regarde les outils, là c'est pas une boîte de Pandore que j'ouvre, là, mais c'est juste pour justement un exemple pour démontrer à quel point il faudra que nos sociétés soient ouvertes, agissent rapidement, mais d'une manière adéquate, parce que je peux vous nommer la majeure partie des gisements de lithium et de graphite actuellement dans les plans au Québec, puis il y a de sérieuses questions éthiques, sociales, environnementales pour chacun de ces projets-là. Donc, comment on fait cette migration-là ici, ça soulève beaucoup de défis quand on sait que la loi sur les mines est encore aujourd'hui érigée sur les fondements d'une loi qui a été adoptée dans la foulée de la ruée vers l'or en Californie dans les années 1840. On voit qu'il y a quelque chose à régler dans le fondement même de nos lois. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne. Puis je serais très assurément enchanté de participer avec vous tous et toutes à cette grande réflexion-là pour la suite. Mais je crois que il y a des changements chez nous au Québec aussi là, qui s'imposent si on veut vraiment aller dans cette direction-là. Ouais. Oui, je vais peut-être embarquer 2 minutes. D'abord dire évidemment que je parle à Sarah et à Rodrigue. Effectivement, on n'a pas collaboré par le passé, mais ça va me faire bien plaisir à l'avenir qu'on se parle de solutions, de projets et de projets de loi même. 2 remarques peut-être par rapport à ce que Karine disait tout à l'heure sur la nature systémique des changements. C'est 2 observations distinctes. La première, c'est, je pense que quand on dit le mot systémique, d'ailleurs au Québec, ces temps-ci, on l'entend dans un contexte différent, mais je n'ouvrirai pas non plus cette boîte de Pandore-là. Pour moi, ce que ça veut dire un changement systémique, puis peut-être que c'est mon biais là, qui transparaît, mais c'est que c'est un changement qui ne repose pas uniquement sur une évolution, je dirais, naturelle de la demande ou sur des modifications à la pièce de comportement individuel. Je n'ai évidemment rien contre ces choses-là. Je pense qu'il faut les encourager, mais pour avoir été à une époque, comme je dis, dans le milieu de l'investissement durable, et des grands investisseurs, ma conclusion, en tout cas, peut-être un peu pessimiste, c'est que à défaut d'une intervention de politique publique qui change la donne un petit peu pour tout le monde simultanément, il y a un énorme problème d'action collective qui va, à mon avis, sérieusement limiter la possibilité d'un changement systémique qui vienne là, de la demande naturelle et de l'évolution des comportements individuels. Tout ça pour dire que je pense que ça prend des interventions de politique publique, des interventions législatives qui induisent les changements qu'on veut. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que des fois, il y a un risque, puis je pense qu'on en est tous conscients à dire, comme on a peut-être dit quand on avait 16 ans, il faut changer le système, il faut jeter le système à terre, etc.
Peut-être que certains d'entre nous pensons encore ça en notre fort intérieur, mais si on veut faire du travail sérieux au niveau des politiques publiques, au niveau des projets de loi, il faut vraiment être capable d'aller au-delà du système, entre guillemets, et je ne dis pas évidemment que c'est ce qu'on fait ici, et avoir une approche qui soit presque chirurgicale, être capable de dire, ben, si on veut changer le système, voici de façon très précise. J'ai entendu récemment l'expression de la plomberie et j'ai bien aimé ça, cette idée de dire quels sont les éléments de plomberie, entre guillemets, du système où on peut aller jouer, quels sont les paramètres précis dans telle ou telle loi ou règlement ou programme qu'il faut changer. Certains ont fait allusion à ça. Sarah parlait, par exemple, des appels d'offres du gouvernement. Ben, ça, c'est un cadre qu'on connaît bien, qu'il est possible d'aller modifier de façon très précise pour induire le genre de changement qu'on souhaite. Il y en a beaucoup d'autres. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler. Mais il y a certainement des paramètres, je dirais, dans nos subventions, dans nos façons de calculer certaines choses, dans la façon dont notre fiscalité fonctionne, dans la façon dont on définit les obligations fiduciaires de certains administrateurs, même dans notre politique monétaire, etc. Il y a beaucoup de règles dans le système économique et financier canadien où on peut aller jouer si on est sérieux et qu'on veut induire des changements systémiques. Puis je pense que la prochaine étape dans la bataille, c'est au minimum d'amorcer des discussions de fond sur ces questions-là. Donc, pour changer le système, ça va prendre une approche chirurgicale par moment. Lisa, voulais-tu ajouter quelque chose? En fait, non, je pense que ce sont des commentaires intéressants. J'ai trouvé cet échange très intéressant et pertinent. Puis c'est sûr que juste pour revenir aux thématiques de ce dialogue, de cette séance de dialogue, c'est sûr que la nouvelle loi sur la carboneutralité c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on est tous d'accord et il reste énormément à faire encore. Alors, c'est avec cette énergie, je pense qu'on va accueillir notre délégation de retour du COP dans quelques semaines pour une nouvelle session parlementaire. Merci, Lisa, de justement nous ramener sur le plancher des vaches qui avait lancé la discussion, c'est-à-dire la loi sur la blablabla carboneutralité. Moi, je ne me rappelle plus. On a fait de la haute voltige, on est allé parler de la plomberie chirurgicale du système et de s'attaquer aux paradis fiscaux en passant. Puis ça, c'est juste pour rappeler, dans le fond, que cette loi-là a été décrite par la sénatrice comme étant un plan pour faire un plan pour faire un plan, et dans un certain sens, c'est vrai, mais ça reste qu'elle va nous offrir une opportunité presque à chaque année. D'abord, il va y avoir une obligation du gouvernement de faire quelque chose, une opportunité pour nous tous de réagir, de mettre de la pression pour essayer de développer cette pensée plus complexe dont nous aurons besoin. Et je vous rappelle aussi qu'un des super amendements qui a été adopté à la dernière seconde a été que cette loi sera révisée dans 5 ans par les parlementaires. Donc, tout ce que vous pouvez identifier comme lacunes et améliorations potentielles, gardez-les dans vos poches, faites du bruit et revenez dans 5 ans. Sur ça, je pense que c'est le temps d'ouvrir aux questions. Et là, je pense que je redonne le contrôle technique à Gaïa et son équipe. Merci beaucoup pour les échanges. C'était très intéressant de vous entendre et de voir la possibilité de faire naître certaines collaborations. J'ai vu aussi que c'était plein de chantiers qui s'ouvraient, de boîtes de Pandore qu'on n'osait pas trop ouvrir, mais qu'on nommait tout de même. Maintenant, je propose aux personnes qui sont encore avec nous, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je pourrais vous donner les accès pour activer votre vidéo et le son. Donc, si certaines personnes veulent lever la main, n'hésitez pas. Sinon, on avait une question qui était vraiment sur la loi et qui demandait si les cibles établies dans le cadre de la nouvelle loi sont-elles purement déclaratives ou que se passe-t-il si le gouvernement ne les respecte pas? Karine, l'animatrice.
Désolée, c'est que ça a été un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé quand j'ai écrit le sommaire là, que j'ai partagé. Mais en gros, c'était une des grandes critiques du projet de loi, c'est qu'on n'avait pas des cibles contraignantes, il n'y avait pas d'obligation formelle de les atteindre. Personne ne se ramasse en prison s'ils ne les atteignent pas. Et cette critique-là, dans une certaine mesure, demeure. Cela étant dit, la façon qu'elle est rédigée, particulièrement en anglais, il y a du moins une obligation dans le plan qui doit maintenant être plus détaillée, une obligation d'atteindre l'objectif dans le plan. Donc, on a une obligation de planifier pour le succès, mais oui, concrètement, la seule précision que la loi amène, si la cible n'est pas atteinte, c'est de devoir l'expliquer devant le Parlement et bien platement, de faire aller le système démocratique et de peut-être voter contre un gouvernement qui les atteindrait pas. Mais j'invite d'autres à répondre. Oui, si je peux juste ajouter, franchement, si on arrive en 2030 sans avoir réalisé le cible, c'est trop tard. Donc, l'importance de cette nouvelle loi, à mon avis, c'est vraiment d'encadrer un processus de planification de sorte qu'on ne rate pas un prochain cible. Alors, c'est là où je mettrai l'accent. Et un élément important que tu viens de mentionner, Karine, c'est après les plans qui doivent être déposés pour chaque année cible, pour réaliser les cibles de chaque année jalon. Il y a aussi une exigence qui repose sur le gouvernement de déposer des rapports d'étape 2 ans avant chaque année jalon. Puis, dans le cas de ce premier cible pour 2030, il devrait y avoir en fait un premier rapport d'étape déjà en 2024. Donc, c'est dans 2 ans pour évaluer le processus d'implantation du plan. Et évaluer aussi le cible en tant que tel en vue des dernières études scientifiques. Et ça va déjà être... aussi, si le plan d'étape indique que le cible ne sera pas réalisé, le plan d'étape devrait aussi élaborer des actions que le gouvernement va entreprendre pour corriger. Alors, ça c'est quelque chose de très intéressant que nous n'avons jamais vu à date, une évaluation du plan selon ses résultats préliminaires. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite compléter? Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bien sûr. Non, c'était pour faire un peu du millage sur ce que les deux viennent de dire, mais en même temps, ce que je comprends de la loi, c'est, comme disait un peu Karine et Elisa, c'est que il n'y a pas d'obligation formelle dans le sens où effectivement, il n'y a personne qui s'en va en prison, comme disait Karine. En même temps, bon, je ne sais pas si c'est un régime qui aurait été réellement envisageable de mettre un ministre en prison, là, mais c'est un régime qui est bien connu, qui s'appelle Comply or Explain. Ça existe dans beaucoup d'autres domaines aussi, comme vous le savez. Et quand je disais plutôt au début de la rencontre que la politique, c'est l'art du possible, j'ai l'impression que ce genre d'approche-là de Comply or Explain était peut-être la meilleure chose qu'on pouvait viser, là, disons, réalistement, pour un projet de loi qui avait des chances d'être adopté. On peut imaginer des améliorations. Peut-être que dans la révision de la loi qui sera faite dans 5 ans, on peut penser à des renforcements en ce sens. Mais en contexte canadien, dans le contexte où la loi a été adoptée, il me semble que c'est déjà cette obligation de soit présenter des mesures correctives pour atteindre la cible ou d'expliquer pourquoi on a raté sa cible, c'est déjà une étape de plus que simplement une transparence dénuée de toute forme de conséquences. Donc, moi aussi, évidemment, je souhaiterais aller plus loin, mais
dans un contexte d'art du possible, je pense que c'est un compromis qui est acceptable. Je pourrais essayer de faire d'autres millages dessus s'il n'y a pas d'autres questions. Gaïa, je te regarde de m'interrompre s'il y a d'autres questions. Okay. Je veux dire, le Sénat a passé très peu de temps sur ce projet de loi-là formellement, mais a fait une préétude et dans sa préétude, il en est quand même, le rapport est quand même assez critique et dit ce projet de loi-là risque peu de chances d'amener des réductions de gaz à effet de serre en soi. Ce qu'on espère, c'est que ça amène un changement de culture où les citoyens canadiens s'attendent à ce que le gouvernement agisse de manière responsable et qu'il y ait une action climatique véritable plutôt que, comme on en a développé une culture sur les 30 dernières années, de s'attendre à ce que peut-être qu'on dise des beaux mots, mais qu'on ne fasse pas grand-chose. Donc, ce changement de culture-là, ben, tout le monde doit y contribuer. Il y a des outils sur la table, il faut les utiliser, puis comme des leviers d'action, mais en soi, tout seul, ça risque de pas faire grand-chose. Mais une des premières améliorations qui a quand même eu lieu, pendant la campagne électorale, il y a des journalistes qui m'avaient contacté pour me demander, les conservateurs disent qu'ils vont revenir à la cible qu'ils avaient mis avant, puis annuler la cible plus ambitieuse des libéraux. Peuvent-ils le faire? Et moi, je l'avais lu, puis j'étais comme, je pense pas qu'ils peuvent le faire. En fait, il y a un mécanisme de non-régression. Une fois qu'on a mis la cible là, on peut pas reculer en arrière. Fait que déjà là, il y a une certaine valse politique là, de un pas en avant, deux pas en arrière qui est plus possible. Et déjà là, c'est une amélioration, mais il n'y a rien qui va se faire tout seul. Puis c'est peut-être un fantasme d'avocat de vouloir avoir toujours une contrainte juridique derrière, une obligation, une contrainte, sinon il ne se passe rien. J'en suis. Sauf que la réalité, c'est que la plupart des devoirs environnementaux, que ce soit au Québec ou au Canada, ne sont pas mis en œuvre parce que les gouvernements n'ont pas les moyens pour le faire. Il y a plus d'argent en agriculture qu'en environnement. Puis tout le monde crie qu'il crève de faim en art, donc imaginez l'environnement. Donc, on peut espérer ces mécanismes-là, mais s'il n'y a jamais les budgets qui vont en arrière pour s'assurer que ça va être le cas, peut-être que c'est le temps justement de regarder d'autres voies d'action puis d'essayer plutôt d'arriver à ce changement de culture pan-canadien. Il y a quand même des belles assises. Il y a 9 Canadiens sur 10 qui veulent que le Canada soit un leader sur le plan climatique. Malheureusement, une majorité de Canadiens pense déjà que nous le sommes. Donc, il y a peut-être un travail d'information à faire pour déboulonner le greenwashing dans lequel nous baignons. Aussi, ce serait pas, on ne sait pas qui sera le ministre fédéral de l'Environnement en 2030 qui voudrait envoyer en prison si le cible n'est pas réalisé en ce moment-là. Mais c'est le ministre d'aujourd'hui qui doit faire, qui doit mettre en place les mesures qui vont réduire, qui vont faire en sorte que nous réalisons ce cible de 2030. Alors, c'est vraiment important. Ces exigences de la loi au niveau de planification, au niveau de rapport en avant de l'année jalon sont très importants pour, encore une fois, mettre la lumière au moins et un peu de pression, créer un contexte d'attente et un encadrement de planification maintenant, sans attendre à 2030. Je pense que ça va être le mot de la fin. Je vous remercie à tous et toutes pour ces échanges. Je suis très heureuse. Vous êtes le premier panel où on a vraiment réussi à mettre en dialogue nos intervenants. Donc, je suis ravie de ça et je vous remercie pour votre collaboration. J'espère qu'on pourra se recroiser sur d'autres panels.